Bonjour, je ne vais pas me présenter, ça gagnera un petit peu de temps. En gros, je travaille d'un côté sur les politiques culturelles, les projets culturels du territoire. Et d'ailleurs, je vous laisserai le dernier bouquin qu'on a publié sur les festivals, qui sont des projets culturels du territoire à leur manière. Et puis, d'autre part, je travaille sur la politique. Et j'aime bien associer les deux réflexions sur la vie politique d'un côté, et puis sur le devenir des politiques culturelles et le rapport à la culture. Alors, ma conférence s'intitule, donc, comme vous l'avez vu, les projets culturels à l'épreuve des territoires et réciproquement. Donc, on va passer à un slide de présentation. Dans un premier temps, je vais examiner la manière dont les territoires influent sur et évoluent dans leur rapport avec les politiques culturelles, ce que les territoires font aux politiques culturelles. Et puis dans un deuxième temps, je regarderai exactement le rapport inverse, c'est-à-dire qu'est-ce que la culture fait aux dynamiques territoriales. Ça a été un peu évoqué dans les discours d'ailleurs introductifs. Et enfin, je terminerai, parce que c'est une introduction, par des dilemmes à résoudre qui vous occuperont, si vous voulez les prendre en considération à la fin. Alors, donc voilà, on passe. Voilà. Alors première mise en scène du sujet. Voilà en gros quelle est la répartition des fonds désintéressés pour la culture. Je dis ça de manière suffisamment vague pour tout de suite vous montrer que le discours qui consiste à dire les subventions, c'est ringard, le financement public, c'est fini, et on va passer par maintenant des dispositifs de financement privé sous la forme de l'intervention de fondations, de mécénat, etc. Ça tient pas la route. Vous voyez donc l'ensemble des fonds désintéressés pour la culture que j'ai pu réunir dans une analyse un peu fouillée sur le rôle des fondations, y compris la Fondation de France, et les financements participatifs orientés vers la culture, montrent que ça ne représente que 2% de l'ensemble. Donc l'essentiel des 5%, pardon. L'essentiel des enjeux sur le portage de projets culturels désintéressés repose sur les financements publics, vous le voyez, avec un rôle extrêmement important des communes et intercommunalités, 8,7 milliards, dont en gros 2,4 milliards sont désormais gérés en commun à l'échelle intercommunale. Et ça, c'était pas du tout gagné, et c'est un élément qui est intéressant parce que ça veut dire que les acteurs politiques, les acteurs culturels se mettent ensemble de manière de plus en plus fréquente pour gérer ensemble, mutualisation, des projets qui auparavant étaient gérés à l'échelle simplement municipale. Autre réflexion qu'il y a à faire immédiatement à la lecture de ce tableau, c'est que quand on regarde le financement culturel du ministère de la Culture, il faut avoir en tête que plus de 60% de ce financement est dépensé sur Paris. Ce qui est un petit problème territorial quand même. On peut passer au slide suivant. Alors, grosso modo, l'évolution des politiques culturelles en rapport avec le territoire, c'est 3 phases. Première phase, une phase de territorialisation comme politique d'État. Donc ça, c'est le grand moment Malraux, avec cette idée de créer les conditions d'un développement des politiques culturelles sur le territoire, mais d'un point de vue hyper centralisé, où finalement le choix des territoires et de leurs représentants, c'est d'accueillir, mais sans discuter, sans prendre part à la décision, les initiatives de l'État. Néanmoins, cette politique d'État, c'est une politique qui a pour objectif de servir l'ensemble du territoire selon une logique de démocratisation, terme que n'a jamais employé Malraux, mais qui est considéré comme le terme clé de ces politiques qui vont se développer dans les décennies suivantes. Deuxième phase, la territorialisation comme développement, avec là des logiques de coopération beaucoup plus affirmées et plus équilibrées, je dirais, entre les pouvoirs territoriaux, notamment qui héritent
de compétences avec la décentralisation des années 80-90. Et là, on a une logique à la fois un peu rééquilibrée dans la négociation des contrats de développement territorial, par exemple, et en même temps de nouveaux impératifs qui apparaissent à côté de la démocratisation, et notamment c'est les politiques qui ont été citées d'ailleurs dans les discours inauguraux, comme des politiques de rayonnement ou de développement par la culture. Et là, on voit, par exemple, à l'échelle des villes, les villes considérer et légitimer leur intervention culturelle au titre de l'attractivité territoriale, par exemple. Troisième phase, c'est celle qui est la nôtre et celle qui nous occupe, c'est la territorialisation comme projection culturelle. Alors là, l'objectif est à la fois de tirer parti des deux phases précédentes, mais en même temps de réorienter les projets en direction notamment d'une très grande diversité des attentes, d'une part, et des conceptions même de la culture. C'est-à-dire que cette idée selon laquelle Malraux et son musée imaginaire, en gros, il existe des œuvres qui sont estampillées qu'on peut dénombrer et qu'il s'agit de faire rentrer coûte que coûte dans la tête des citoyens français où qu'ils se trouvent, cette idée, elle est démentie par le fait que, selon les territoires, il y a des conceptions de la culture qui sont en égale dignité avec les prétentions à l'excellence artistique vue d'en haut. Et que donc, finalement, au contraire de considérer les citoyens comme des simples récepteurs d'offres culturelles qui viennent d'ailleurs, eh bien, c'est de les considérer comme porteurs de culture, et que la mission de l'intervention publique, ça n'est pas simplement de faire descendre des œuvres de Paris ou d'ailleurs, mais de valoriser les cultures qui sont vécues par les habitants, et notamment avec cet objectif, cet impératif qui apparaît, celui de la participation. Alors, la chose est un peu plus compliquée qu'il n'y paraît, parce que, en gros, quand je dis que ça n'est pas une politique agricole, ce que je veux dire, c'est que à un moment, quand on change de paradigme dans les politiques agricoles, ce qui était la logique d'avant, c'est-à-dire la polyculture, l'image du paysan sur son territoire, sur un petit lopin d'ailleurs, et puis une absence totale de mécanisation, peu de rôle du crédit agricole et compagnie. Bon, ça passe à l'as, on passe à autre chose, on passe à la mécanisation, au remembrement, on passe à l'industrialisation, on passe au pouvoir bancaire agricole et à l'agroalimentaire. Et le reste, c'est de l'image d'Épinal d'avant. Mais en culture, c'est différent. Et le problème, c'est que, effectivement, les grands objectifs de la politique première, ils sont toujours là. Et si vous regardez, si vous imaginez les quelques acteurs des politiques culturelles aujourd'hui, vous avez, en gros, les responsables des grandes institutions culturelles qui continuent de croire à l'excellence d'avant Malraux. Vous avez beaucoup d'agents culturels des collectivités territoriales qui croient, dur comme fer encore, au principe de démocratisation. Et vous avez des acteurs sociaux, culturels, des fédérations d'éducation populaire, des compagnies artistiques engagées sur les territoires, qui eux croient dur comme fer au droit culturel. Et en fait, la question, ça n'est pas d'accélérer le passage de l'un à l'autre, c'est de rendre compatibles ces trois visions. De les accorder les unes aux autres, de faire que l'excellence artistique, elle soit pas complètement aterritoriale et antisociale, mais au contraire ancrée sur les territoires et avec la participation des habitants, et que finalement il y a la possibilité d'associer démocratisation et droit culturel. L'autre enjeu de cette territorialisation, mais j'y reviendrai un peu plus tard, donc en fait je crois on va passer directement à la slide suivante. C'est toute une série d'enjeux que je traiterai au moment de parler des dilemmes. Alors, dans ce concert, évidemment, ce qui devient central et pour lequel on dit beaucoup de choses, il y a beaucoup de littérature sur les projets culturels de territoire. Donc, avec mon collègue et ami Philippe Théier, on a commis un petit bouquin qui est en couverture ici, pour essayer de préciser un peu les choses, ce qu'on peut entendre comme projet culturel de territoire. Alors, premier élément, une organisation de l'action collective.
C'est-à-dire qu'un projet culturel de territoire, c'est pas décrété par un acteur culturel puissant sur un territoire et qui fait ce qu'il veut. Deux, qui dépasse les seuls acteurs institutionnels, et vous incarnez bien ça, avec à la fois des élus, des administrateurs, des compagnies professionnelles, des associations engagées sur le territoire. Donc c'est cette action collective dont il est question. Un projet culturel de territoire, c'est pas seulement un discours. Il y a beaucoup de discours sur les projets culturels de territoire, mais pour en qualifier un, il faut que ça passe par une formalisation, un document qui exprime une stratégie. Et cette stratégie, elle est tournée vers ce qu'on peut appeler un bien commun territorial, c'est-à-dire que on n'est pas là dans une stricte logique sectorielle. On est dans un projet qui examine l'ensemble des conditions de développement et pas simplement de développement artistique professionnel de certains acteurs. Même si, et donc il s'agit d'aller au-delà d'un simple équipement, même si, l'échelle territoriale des projets culturels de territoire est extrêmement variable, et deux, que leur contenu est également extrêmement variable, avec une portée qui est à la fois artistique, culturelle et territoriale. Et dans territorial, il y a évidemment beaucoup de dimensions qui font que la culture n'est plus poursuivie en soi. Il ne s'agit pas donc de développer simplement une politique culturelle au sens de la culture, mais qu'il s'agit aussi de faire de la culture un levier de développement ou d'atteinte d'objectifs qui ne sont pas eux-mêmes a priori culturels. Alors, je ne sais pas, j'ai encore un peu de temps. Donc, bon, évidemment, il y a des projets culturels de territoire en milieu rural et en milieu urbain. La grande particularité, alors, dans la différence entre l'urbain et le rural, il y a des tas d'idées reçues. Il y en a une qu'on a voulu mettre à l'épreuve. C'est celle selon laquelle, en fait, il y aurait une culture rurale et une culture urbaine. Autrement dit, il y aurait des pratiques culturelles qui seraient, parce qu'elles sont en milieu rural, de certains types, de certains contenus, de certaines ambitions, et puis en milieu urbain, des pratiques culturelles qui seraient d'une autre ambition. Donc évidemment, c'est un peu brutal de le dire comme ça, mais ça mérite d'être examiné à la loupe. Et pour ça, on a travaillé sur le département le plus rural de France pendant 1 an, en examinant les publics de la programmation culturelle en Lozère. Et on était parti sur effectivement quel est l'horizon d'attente des citoyens en Lozère en matière de culture. Et ben sur le plan sociologique, il y a pratiquement aucune différence, entre la sociologie des publics de la culture en Lozère et la sociologie des publics de la culture dans les zones les plus urbaines. On retrouve les mêmes disons hiérarchies sociales avec une surreprésentation au niveau de diplôme. On retrouve des catégories sociales qui sont effectivement en matière de culture plus élevées, plus aisées que la moyenne lozérienne en particulier, mais c'est également le cas dans la plupart des offres culturelles et des études de public qui sont faites sur ces offres culturelles. Et j'en sais quelque chose parce que je travaille beaucoup sur les festivals avec de très gros échantillons qui permettent, donc 26 000 questionnaires traités, qui permettent de vérifier l'impact d'une part de telle ou telle programmation, l'impact de tel territoire, l'impact de tel moment de programmation d'un festival. Donc, en gros, on était parti sur l'hypothèse qu'il y avait des cultures rurales et des cultures urbaines, et en fait, on est arrivé au résultat qu'il y a des problèmes spécifiques d'accès à la culture dans les milieux ruraux, mais qu'il n'y a pas de différence ni dans les attentes, ni dans la sociologie des publics de la culture. Alors, si l'hypothèse initiale était vraie, à ce moment-là, on comprendrait une inégalité très forte de répartition des moyens entre les villes et les campagnes. Et si c'est la même chose, alors c'est un scandale démocratique.
Je le dis directement et un peu schématiquement, je pourrais le développer, mais je pense que vous avez compris mon raisonnement. S'il y a la même logique sociologique et la même attente en matière d'artistique et de culture, alors à ce moment-là, il faut traiter le problème d'accès social à ces biens de manière convenable. Bon. Encore une. Voilà. Encore une. Voilà. Donc, juste un dernier mot sur urbain-rural. Finalement, quand on regarde les difficultés qu'ont les projets culturels de territoire en milieu urbain, ces difficultés sont notamment que la professionnalisation, la personnalisation et la relative aisance à l'égard des moyens des acteurs font qu'ils ont énormément de mal à travailler ensemble. Parce qu'ils ont les moyens de travailler tout seuls. Autrement dit, l'avantage d'être en ville en matière de culture, c'est de disposer de moyens, de professionnels pour ça, etc. Mais le problème pour les projets culturels de territoire, c'est que chacun veut rester maître chez soi. Hein, dans le domaine rural, et c'est peut-être la modernité contemporaine du monde rural, c'est que finalement, la mutualisation n'est pas un choix, elle est quasiment une obligation. Que le fait de travailler ensemble et de travailler dans une optique d'intégration des publics à la démarche culturelle est aussi une démarche quasiment contraignante. Et troisièmement, que la sobriété, qui fait l'objet d'un effort colossal, beaucoup de communication et un petit peu d'action de la part des gros acteurs, par exemple des musiques actuelles, qui organisent d'énormes festivals de type Hellfest et qui font du greenwashing en disant à quel point ils sont très soucieux de planter un arbre quand un groupe arrive en vol sec de Miami et repart à Munich le lendemain, de planter un arbre pour montrer à quel point ils sont écologistes. Dans le monde rural, la sobriété est une nécessité aussi. Les circuits courts, ça coûte moins cher. Donc c'est aussi ça la différence entre l'urbain et le rural. Et du point de vue des grands impératifs qui pèsent aujourd'hui sur les projets culturels, c'est la modernité, sans doute sous contrainte, du monde rural. Alors on va passer à la deuxième partie. Donc le lien entre culture et territoire et la place que la culture peut avoir dans les projets de territoire en général. Alors je commence par un slide un peu politique, et j'y tiens, parce que finalement quand on regarde l'ensemble des projets culturels de territoire que j'ai eu à étudier pour le bouquin et pour des interventions diverses, ce qui se dégage, c'est qu'un projet culturel de territoire, c'est toujours une esthétique du commun, quelle que soit l'esthétique choisie, et quel que soit le commun dont on parle. 2, c'est toujours, au sens du philosophe Spinoza, mais je ne développerai pas, n'ayez pas peur, mais une passion joyeuse, c'est-à-dire, au sens de Spinoza, c'est « je fais quelque chose où je considère autrui comme une possibilité pour moi de m'élever, de m'améliorer, de m'enrichir ». La passion triste, au contraire, c'est, quelle qu'elle soit, la colère, le ressentiment, etc., c'est une vision de l'autre où j'ai peur, parce qu'il me menace. Donc un projet culturel de territoire, par définition, par sa logique, c'est un projet qui considère l'autre, l'altérité, comme une source d'enrichissement. Et troisièmement, un projet culturel de territoire, c'est toujours une question. Et ça a été dit d'ailleurs dans l'introduction tout à l'heure. En fait, on ne va pas forcément apporter les bonnes réponses, mais en tout cas, on peut poser les bonnes questions. Mais on pose des questions, on questionne. Et on questionne par rapport aux démagogues. Et la société contemporaine, l'inquiétude qui pèse à son sujet est évidemment sur ces plans-là exactement à l'opposé. On se concentre sur ce qui divise, on se nourrit de passions tristes et on s'adonne au populisme des solutions simplistes. En gros, un projet culturel de territoire, il dit c'est un peu plus compliqué que ça et du coup c'est beaucoup plus intéressant. Est-ce que c'est une fatalité, cette situation, ce diagnostic qu'on peut faire de la société actuelle? Juste, je dis un mot, mais pour dire que, en apparence, c'est juste. C'est-à-dire qu'on est envahi
de passion triste. On est envahi de discours populistes, de solutions simplistes, etc. On en est abreuvé dans les médias et on a l'impression qu'il n'y a que ça qui compte. Il y a une forme d'hégémonie qui transparaît. Et si je cite Vincent Tiberi, qui est un politologue, qui a écrit l'année dernière la droitisation française, mythe et réalité. C'est que lui travaille sur la même période sur l'évolution des valeurs portées par les gens. Et quand il étudie les valeurs portées par les gens, il voit une autre France. Il voit une autre société. Il voit une société qui est de plus en plus tolérante à l'égard de la diversité, des choix, de sexualité, etc., etc. Il voit une société qui est de plus en plus polarisée sur les enjeux d'égalité, sur les enjeux de solidarité au quotidien. Donc, il y a comme deux visions de la société française. La vision qui nous est, je dirais, assénée par de fortes puissances médiatiques et par les réseaux sociaux en particulier. Et puis il y a une autre société, celle qui est vécue au quotidien, qui nous dit tout à fait autre chose, et c'est là que se situe l'enjeu des projets culturels de territoire. Alors, les défis, on les connaît, ils sont ici. Alors, je ne vais pas les développer ici, je vais les développer au sens, là aussi, je vais simplement les citer. Donc, l'inégalité territoriale, ça passe comme une évidence. La participation citoyenne, vous allez le voir, c'est pas si évident, mais c'est intéressant. La transition écologique et la sobriété culturelle, c'est évidemment un objectif qui est un objectif clé des politiques culturelles aujourd'hui. Et quand on regarde le développement des politiques du ministère de la Culture, pratiquement à chaque semaine, on a une nouvelle réglementation qui impose des logiques ou en tout cas un discours de sobriété de la part des acteurs culturels pour obtenir tel ou tel type de subvention. L'intersectorialité, là aussi, et ça c'est une chose assez intéressante, c'est que la culture, dans les projets culturels du territoire, elle peut être considérée soit comme un objectif en soi, soit comme un objectif dans la poursuite d'autres finalités que la finalité culturelle elle-même. Tous les dispositifs culture santé, évidemment la culture comme facteur d'intégration et de vivre ensemble, comme vous l'avez dit, Madame la maire adjointe, mais aussi la culture au service de la conscience de certains enjeux collectifs. Il se trouve que l'année dernière, j'ai travaillé sur le volet culturel et artistique d'un parc naturel régional, au doigt, de la Narbonnaise en Méditerranée, et que l'un des objectifs assignés à l'action culturelle et artistique de ce parc, c'est précisément de sensibiliser à des enjeux environnementaux par d'autres moyens que le moyen de la conférence de l'hydrologue qui va parler de la salinisation des sols. Et les hydrologues sont eux-mêmes extrêmement impressionnés de l'efficacité avec laquelle certains artistes, en 2-3 coups de cuillère à peau, en intervention, rendent sensibles des problèmes que eux s'échinent à rendre compréhensibles à partir de leurs études scientifiques. Donc il y a vraiment là une efficacité de l'art et de la culture pour non seulement créer du commun, mais pour orienter ce commun vers des problèmes qui sont des problèmes collectifs et qui ne sont pas forcément culturels. Reconnaissance des droits culturels, c'est une des grandes difficultés du moment. Alors il y a des ayatollahs des droits culturels qui pensent qu'il n'y a plus que ça qui compte et qu'il faut rayer de la carte des légitimités culturelles toutes les autres références, c'est-à-dire la démocratisation, l'excellence artistique, etc. Mais c'est l'un des enjeux, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pénétrer dans les institutions, dans les territoires, des impératifs soucieux des droits culturels et pas simplement de l'accès à la culture venue d'ailleurs. Durabilité et gouvernance, c'est le bon moment pour en parler parce qu'effectivement, les projets culturels de territoire, ils ont une vertu, c'est qu'ils sont
en général durables, c'est-à-dire que c'est pas des opérations qui durent quelques mois. Ils sont installés sur un territoire, ils ont un collectif derrière, ils ont des objectifs qui dépassent les échéances électorales, et justement, la force des projets culturels de territoire, c'est, hypothèse, de s'imposer malgré des alternances politiques, évidemment, quelles qu'elles soient, et ça, bon, ça c'est mon autre casquette de politologue qui me fait dire que c'est pas si simple, mais en tout cas, s'il n'y a pas de projet culturel de territoire et s'il n'y a pas ce collectif engagé dessus, la chance pour que les institutions culturelles soient préservées des alternances politiques est plus faible. Alors, quand je parlais de diversité des projets culturels de territoire, il y a une manière un peu, disons, particulière d'en illustrer la dynamique. Et alors, je dis tout de suite, mais je le répéterai à la fin de ça, que ça ne porte aucun jugement de valeur. Il y a des projets culturels de territoire qui sont au service de dimensions différentes. Alors, on va voir le schéma. Vous voyez, ici, par exemple, le 5, c'est la scène nationale de Mayotte. C'est la seule scène nationale qui se trouve outre-mer. L'objectif de cette scène nationale de Mayotte, c'est de porter un projet artistique et culturel, bien entendu, c'est un label ministériel, mais de le faire avec une logique de diffusion, de récolte et de promotion des cultures mahoraises. Et, de certaine manière, de mise en œuvre des droits culturels sur le territoire de Mayotte. Autrement dit, là, vous voyez, culture sujet, culture support. La culture, c'est bien le sujet. Hein, on a créé une scène nationale pour défendre une politique des arts et de la culture, mais le territoire, c'est aussi le sujet. C'est-à-dire que ce qui se passe à Mayotte, ça pourrait pas se passer ailleurs. C'est spécifique à ce territoire, et le territoire n'est pas simplement le support où on va développer une politique culturelle, c'est un acteur à proprement parler du projet. À l'inverse, si on prend le 1, par exemple, le bus, un projet itinérant en Ariège, là il s'agit d'offrir sur l'ensemble du territoire, par un dispositif mobile, des programmations culturelles qui sont peu l'objet d'une interaction avec le public au sens de la préparation, de la programmation, de la création, mais qui sont vraiment une manière de résoudre le problème de l'accès dont je parlais tout à l'heure, de l'accès territorial à la culture. Donc là, le territoire est plutôt le support que l'acteur, hein, et la culture est le sujet. Si on prend le 3, je ne vais pas tous les développer, hein, mais si on prend le 3, c'est les nuits dans les forêts. C'est un dispositif qui se passe sur l'ensemble du territoire français. C'est quoi l'idée? C'est de reconnecter, enfin l'objectif, reconnecter les gens à ce que c'est qu'une forêt, à ses fragilités, à ses magies, etc., par une intervention artistique, avec des expositions, des événements, des installations, des spectacles qui se déroulent dans les forêts, mais où l'objectif est à la fois dans la création artistique et en même temps la forêt. Et donc vous voyez, donc le territoire là aussi est vraiment le sujet, et la culture, c'est le support pour, comme je le disais pour le parc naturel régional tout à l'heure, c'est le support pour rendre sensible des choses qui sont pas en soi culturelles, mais qui sont éminemment importantes pour un collectif, pour une société, la forêt. Alors, les dilemmes à résoudre. Premièrement, alors là, je vais indiquer ce que c'est et les risques potentiels qu'il y a à y aller naïvement, je veux dire, sans discuter. Bon, l'intersectoriel, c'est quoi? C'est l'idée que la culture peut être au service d'autres dimensions, hein, comme je viens de l'indiquer, l'environnement, l'intégration sociale, la santé, etc. L'intérêt, c'est que même, je dirais, l'intérêt prosaïque, c'est qu'à l'heure où, en fait, les budgets de la culture sont limités, c'est un moyen d'enrôler des secteurs et des représentants de domaines d'action publique, pas forcément que public d'ailleurs, qui auraient des moyens, qui auraient des objectifs et pour lesquels
pour la poursuite de ces objectifs, pourrait considérer des projets culturels comme un moyen. Donc là, ça étend d'une part la possibilité de financer des projets culturels, et d'autre part, ça rend la culture légitime ailleurs que dans son propre endroit, que dans son sanctuaire. Les problèmes que ça pose, c'est que, évidemment, comme l'ont souligné d'ailleurs des chercheurs qui travaillent sur l'articulation entre les projets culturels et le domaine de la santé, c'est que c'est pas forcément évident d'imposer à un professionnel de santé des choix qui sont judicieux sur le plan artistique et culturel. Le patron d'une clinique, il peut avoir sa propre idée sur l'artiste qu'il connaît, etc., qui n'est pas forcément dans le propos du projet culturel. Donc il y a une espèce de rapport de force là dont il faut parfaitement tenir compte, parce que sinon la culture devient le vassal d'un autre secteur et se soumet à ses logiques, et c'est pas forcément souhaitable sur le plan artistique et culturel. La participation, je vais en dire un petit peu plus. Bon, la participation, c'est évidemment une dimension majeure de la vie sociale, et c'est une dimension majeure de l'ensemble des artistes, si on considère les artistes non seulement comme les artistes professionnels, mais aussi comme les artistes amateurs. Et c'est la réflexion que proposait François Matarazzo, qui est contrairement à ce que son nom l'indique, est un Anglais qui a beaucoup travaillé sur l'art communautaire, sur la participation artistique, et qui nous délivre cette on revient un peu en arrière, voilà. Ce que ça permet, l'éthique de la participation, c'est de faire communauté par la culture, c'est de déjouer le rapport de stricte consommation, une espèce de passivité, même si on n'est jamais passif par rapport à un spectacle, comme le dit Jacques Rancière en particulier, mais de dépasser, l'idée du spectateur, entre guillemets, inactif. Ce que ça permet, c'est ça. Ce que ça permet de manière plus prosaïque, c'est aussi de sauver des entreprises culturelles qui sont en difficulté. Alors, je vous donne un exemple, un exemple qui est relativement ancien, mais en Italie, avant les Fratelli d'Italia, régnait un certain Berlusconi, qui a en une fois divisé par plus de 2 le budget alloué au théâtre. Et il y a un festival de théâtre qui s'appelle le Kilowatt Festival à San Sepolcro, au sud de la Toscane, et du jour au lendemain, le théâtre, le festival, plus d'argent. Donc, ce qu'a fait le directeur de ce festival, c'est qu'il s'est retourné vers le public en disant: est-ce que vous voulez nous aider à maintenir le festival? Alors, la réponse a été oui, parce que les gens tenaient à leur festival, mais en même temps, ils se sont dit, le risque, c'est qu'ils le fassent une fois, mais Berlusconi, il va peut-être pas être battu tout de suite. Donc, on va, en échange de cette participation financière des publics à la manifestation, leur donner du pouvoir. Leur donner le pouvoir de décider d'une partie de la programmation. Mais pas de le faire n'importe comment, de les associer à ce qu'ils ont appelé les visionari, c'est-à-dire ceux qui visionnent des propositions et ceux qui sont en même temps visionnaires, si on considère que la participation, c'est l'éthique culturelle de demain. Et donc, du coup, ça a consolidé comme ça, d'une part, le festival, et ça lui a donné une identité un peu différente, un sens un peu différent, intéressant. Bon, sociologiquement, il faut faire attention à l'élitisme que ça peut engendrer. Parce que c'est ce qu'on observe, on a fait un programme européen là-dessus. En fait, ce qu'on observe, c'est que plus vous demandez aux gens de participer à des actions dans le domaine culturel, plus le risque, c'est que vous ayez des gens qui ont un capital culturel très élevé. Et que des gens se sentent soit intimidés, soit pas à leur place, soit pas intéressés même par le fait de prendre des décisions. Donc ça, c'est un risque. L'autre risque, c'est évidemment le risque cosmétique, c'est que le directeur ou la directrice de l'institution lance un grand discours sur la participation, mais en réalité conserve l'essentiel des clés du pouvoir et ne partage que des miettes
de type spectacle gratuit, éventuellement jeune public, et puis le reste, la programmation avec un grand P, restant de son apanage. Alors là, c'est ce que je viens de développer, c'est l'idée. Hein. Alors, on a quand même pas mal voyagé dans ce projet, et on a observé qu'il y avait des cultures de la participation, qu'il n'y a pas une fatalité à la participation instrumentalisée. Il n'y a pas non plus des pays où ça se passe de manière extrêmement bonne, mais il y a des cultures de la participation qui évoluent. Par exemple, alors le roumain, l'expérience roumaine dans ce travail, c'était vraiment le type. On fait croire qu'on va participer parce qu'on veut participer à ce projet européen, mais on ne fait participer personne à quoi que ce soit, en réalité. En revanche, les Anglais, à York, le théâtre royal de York, c'était l'idée de créer un festival pour les jeunes et par les jeunes. C'est-à-dire que toutes les fonctions habituelles d'un festival de théâtre étaient occupées par des jeunes qui avaient candidaté pour ça et qui étaient tous à leur poste, communication, administration, programmation, board of trustees, qui, donc, dans la manière anglaise, contrôle un petit peu ce que fait l'organisation du festival de manière collective. Tous ces postes-là étaient occupés par des jeunes et en même temps tutorés par des professionnels du secteur qui les orientaient. Donc c'était une forme aussi de formation professionnelle. Et là, les clés du camion ont véritablement été transférées à ces jeunes. Après, sociologiquement, de quel jeune s'agit-il? Évidemment, c'est pas n'importe quel jeune, et c'est un peu la difficulté. Alors, ça c'est très compliqué, mais je vous l'expliquer en 2 mots. En gros, on a fait en Occitanie, pas qu'en Occitanie d'ailleurs, on a travaillé aussi en Catalogne, et donc on a travaillé sur une zone sud-ouest très élargie, à la Catalogne espagnole. Donc on a demandé à toute une série d'acteurs culturels et artistiques comment ils envisageaient la participation. Et on leur demandait qu'est-ce qu'ils faisaient exactement de la participation. Alors, en fait, là, il y a toute une série de dispositifs, vous voyez, qui sont plus ou moins importants. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait en gros 2 dimensions qui étaient un peu différentes. L'entrée par les capacités, l'entrée par le pouvoir. En fait, quand vous faites participer les gens, ce qu'on entend souvent, les programmateurs en particulier, c'est on va donner le pouvoir aux gens. C'est comme ça souvent qu'on entend la participation, c'est donner le pouvoir aux gens d'eux. Mais la participation, c'est pas qu'une histoire de pouvoir, c'est une histoire de transfert de capacité. Hein? Autrement dit, il peut y avoir des dispositifs participatifs qui donnent tout le pouvoir aux gens, mais qui leur donnent aucune capacité nouvelle. Par exemple, admettons que nous soyons là tous réunis ce matin, citoyens d'une commune, que nous soyons tous là, et que nous ayons à décider de la programmation théâtrale de l'année prochaine. Si je fais voter, là, tout de suite, qu'est-ce que vous voulez à bulletin secret, et que à la fin j'ai ma programmation parce qu'il y a un tel, etc., je vous aurais donné tout le pouvoir. Mais je vous aurais donné aucune capacité. Qu'est-ce que vous allez faire de ce pouvoir? Vous allez faire éventuellement référence à ce qui est une curiosité si vous avez un capital culturel élevé, mais la plupart du temps, vous allez demander ce que vous connaissez déjà. Donc, quelle est la capacité accrue? En revanche, si vous proposez à des gens autre possibilité de participer à une création, avec un artiste qui vient et qui propose à ce qu'on recueille les témoignages des gens. Alors par exemple, j'ai vu ça tout à fait se faire dans un quartier bohème sédentaire à Prague, hein, des gitans qui étaient là, un artiste anglais qui est venu, qui a proposé qu'on mette en œuvre un spectacle sur les danses gitanes, toutes les danses gitanes, de toutes les occasions de la vie, y compris les danses de deuil, et qu'on en fasse un spectacle. Là, la personne, on lui donne aucun pouvoir. La danseuse ou le danseur,
il va simplement participer à une opération. Et dans la participation à cette opération, il aura considérablement étendu ses capacités. Et c'est peut-être ça l'objectif à rechercher, et c'est ce qu'on observe dans ces dispositifs participatifs. Excusez-moi, j'étais un peu long là-dessus, mais voilà, c'est un dilemme. Il faut savoir ce qu'on fait quand on s'engage dans des logiques participatives. La mutualisation. Bon, la mutualisation, pendant longtemps, c'est apparu comme quelque chose un petit peu contre-productif. Pourquoi ? Parce que, d'une part, le discours de la mutualisation, c'est un discours fait des économies, donc c'est un discours de restriction des moyens. Et deuxièmement, et un petit peu moins louable, la deuxième méfiance à l'égard de la mutualisation, c'est l'idée dont je parlais tout à l'heure, des grands seigneurs, des institutions culturelles qui veulent pas partager leurs projets avec les autres. Alors, il s'est passé plein de choses sur lesquelles je vais pas revenir, mais notamment il y a un changement générationnel considérable. Et moi, j'ai observé ça dans les festivals en particulier, avec le même type de festival, des festivals indépendants de musique actuelle. Je les ai vus travailler ensemble. Une fois, je leur demandais sur quoi vous travaillez ensemble. Bon, on échange des infos, mais c'est tout. La deuxième fois, je lui dis sur quoi vous travaillez ensemble. On travaille ensemble pour essayer de se coordonner sur la programmation des groupes moyens. Parce que les gros têtes d'affiche, c'est notre exclusivité. Les groupes émergents, c'est notre chance de demain. Donc on partage pas. Mais par contre, les groupes moyens, on essaye de pas trop se bouffer les uns les autres. Ok, d'accord. Troisième fois, sur quoi vous travaillez? Et je commence à les observer en train de monter des mini-tournées de groupes émergents qui sont leur coup de cœur. Donc ça veut dire que les groupes émergents qui étaient exclus de la première mutualisation devenaient une possibilité de mutualisation très très forte. Alors dans le contexte actuel, je pense qu'il y a la conscience que, pour plein de raisons, la mutualisation est une des clés. Elle est une des clés économiques, bien entendu. Elle est une des clés de succès de ce qu'on appelle les politiques intersectorielles. Et elle est une des clés aussi de l'intégration de la jeune création à des dispositifs institutionnels de grand renom. La culture en transition, bon, là, on travaille pas mal dessus, notamment sur les festivals. On travaille pas mal dessus en ce moment. Évidemment, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a une différence entre le discours de la sobriété et la réalité de la sobriété. Donc, par exemple, des grands festivals qui ont des programmations et un objectif d'attraction des publics qui vient de loin, ne remplissent pas leurs obligations de sobriété simplement en supprimant le plastique dans les équipements et en ayant un petit peu une politique de circuit court. Souvent, les dispositifs, quand on regarde la gamme de dispositifs que mettent en place les festivals en matière de sobriété, en fait, ce qu'on observe, c'est que plus l'empreinte carbone du dossier est importante, moins il y a d'action. Par exemple, la mobilité des publics, c'est le domaine sur lequel la plupart des festivals ont l'action la plus rudimentaire. C'est normal, parce que c'est aussi la clé, et de plus en plus la clé, la billetterie. Donc on va pas non plus avoir une politique de restriction des mobilités des publics. Pourtant, c'est là où il y a l'empreinte carbone la plus importante. Donc là aussi, c'est intéressant de voir qu'on impose à des acteurs, et notamment des acteurs... Ouais, j'ai presque fini. Ouais, vraiment, je vous jure, j'ai presque fini. Donc on impose à des acteurs qui n'ont quasiment pas d'empreinte carbone parce que ce sont des petits événements qui se déroulent sur des petits territoires avec un public local, avec des circuits courts par obligation, etc. Des normes qui en fait s'adressent à de grands acteurs. Donc il faut faire, quand on a une politique de sobriété culturelle, il faut faire attention au domaine sur lequel on intervient et à l'impact réel que ce domaine, que cette action a en matière de sobriété. Voilà. Et pour finir, la question des publics. Alors,
il n'y a pas, dans toutes mes observations, de fatalité sociologique au fait que le public de la culture soit uniquement du bac plus 5 aisé, etc. Il y a une surreprésentation, c'est vrai, c'est pas un déterminisme. Donc ça, c'est la première chose. Et on le voit, tout ça varie en fonction de la programmation, ça varie aussi en fonction de la manière dont la programmation atteint un public. Par exemple, dans les spectacles délocalisés, quand on va voir, quand on va programmer chez l'habitant, évidemment, ou chez l'habitant, ou sur un territoire en particulier qui est démuni d'institutions culturelles, eh bien, on a un public qui n'est pas du tout le même que la programmation centrale habituelle. Le bénévolat montre aussi, dans sa dynamique, son rôle d'ambassadeur culturel auprès de publics qui ne sont pas nécessairement les publics de la culture au sens de la comédie française. La socialisation inversée à son rôle à jouer, c'est-à-dire qu'on observe que la sensibilisation des enfants a un effet sur la sensibilité de leurs parents à l'égard du spectacle. Et même si en culture, le désir, le goût prime sur la contrainte et l'apprentissage, effectivement, donc il faut rester modeste, il faut être déterminé à lutter contre les déterminismes, tout en les connaissant, et ce sera mon dernier mot, parce que sinon je vais me faire flinguer. Merci.